Salut les anges de mer impériaux. Il est long ce nom, mais un nom tout trouvé pour notre sujet impérial du jour. Bon, une fois n'est pas coutume, dans ce 360, on va répondre à une question que beaucoup de monde se pose. Ah bon? C'est pas le cas d'habitude? Plus ou moins, on va pas dire toujours. Ça, par exemple, Qu'est-ce qui se passerait si on sautait tous dans l'océan, d'un coup, d'un seul homme, j'ai envie de dire? y a pas grand monde qui se l'est déjà posé. Or, la question qu'on va aborder aujourd'hui, à savoir que se serait-il passé si Napoléon avait gagné Waterloo, eh bien, un homme se l'est posé dès 1836 dans un bouquin sobrement intitulé Napoléon à la conquête du monde. Attends un peu Chris, y a pas une vidéo sur le sujet qui est sortie récemment? Oui, sur la chaîne Popcorn, il y a eu récemment une chronique sur les Uchronies. Bon, il y a aussi la chaîne d'Alteris qui en avait parlé, d'ailleurs un petit coucou s'il passe, mais comme on est dans le monde des Uchronies, il y a beaucoup de choses à dire, chaque scénario est différent. Et puisqu'on est lancé sur le thème de la conquête et de la stratégie, est-ce que vous connaissez Warpass? Eh bien c'est un jeu mobile gratuit qui a la particularité de donner à ses joueurs une liberté jusqu'alors inégalée. Vous pouvez choisir votre personnage parmi une douzaine de commandants ayant chacun des capacités spéciales qui pourront vous aider selon votre stratégie. Ouais, voilà, personnellement, moi j'aime bien Jack Spanner. Il n'y en a pas de comme lui pour gérer les tanks. Et pour équiper vos troupes, vous avez un large choix parmi des centaines d'armes et des chars tirés de l'histoire militaire. Après, concernant la stratégie, ça se passe en temps réel et vous pouvez l'approfondir en adaptant individuellement la tactique de chacune de vos unités qui ont toutes leurs points forts et leurs points faibles. Vous pouvez réaliser des manœuvres pour déstabiliser votre ennemi, etc., etc. Le jeu propose aussi de réaliser des campagnes historiques. Vous jouez sur des maps directement inspirées des champs de bataille les plus légendaires de l'histoire, comme les fameuses plages de Normandie sur lesquelles s'est passé le débarquement. Voilà, la cartographie est super réaliste et graphiquement, c'est au top. Vous pouvez même forger des alliances avec des joueurs du monde entier. En plus, en ce moment, de nombreux cadeaux sont à gagner si vous téléchargez le jeu en passant par le lien qui se trouve en description. Merci à l'équipe de Warpass pour leur soutien à la chaîne et on en reparle à la fin de la vidéo. On peut passer à autre chose dans le plan de l'existence. Mais revenons à notre cher Napoléon. Comme vous le savez sans doute, cette année, c'est le bicentenaire de sa mort. Ah bon? J'étais pas au courant. Faut dire que Napoléon, ça fait un moment que j'en ai pas entendu parler. Ouais, tu m'étonnes. Bah du coup, c'est peut-être l'occasion de faire une petite piqûre de rappel. Napoléon devient empereur des Français en 1804. 10 ans plus tard, il est vaincu et exilé une première fois en Méditerranée. Mais il ne renonce pas et revient en France pour reprendre le pouvoir. Ce retour, qu'on appelle le vol de l'Aigle, se termine par la défaite définitive de Napoléon à Waterloo contre les Anglais et les Prussiens en 1815. Après ça, l'empereur déchu est envoyé sur l'île de Sainte-Hélène où il mourra 6 ans plus tard, tandis qu'en France, la monarchie est restaurée. Donc voilà dans les grandes lignes pour la réalité historique. Ok, je comprends déjà un peu mieux. Parfait. Mais alors, la France serait-elle devenue une superpuissance s'il avait gagné Waterloo? Après avoir mis de bons coups de tatane à toute l'Europe, l'empereur aurait-il fini par s'attaquer à d'autres continents? Eh bien, voyons un peu ce qui se serait passé si les choses s'étaient déroulées différemment ce sombre jour où Napoléon a été vaincu par les Anglais. En 360 secondes. Bien, on va pas se pencher sur la façon dont notre cher empereur parvient à remporter la bataille, mais plutôt des conséquences d'une telle victoire sur les suites de l'histoire. Ben déjà, j'imagine qu'en remportant la bataille, Napoléon éclaterait ses adversaires. Oula, non, pas du tout. En fait, pour tout dire, dans la réalité, Waterloo a été une victoire décisive pour les adversaires de Napoléon. Mais dans notre chronie, la victoire française est loin de suffire pour calmer les ardeurs de la coalition qui... La quoi? Attends, je suis paumé. Tu veux pas faire apparaître le flash et la petite voix qui donnent toujours des explications? Il n'y avait qu'à demander. Comprenant rapidement le danger d'un tel retour, les grandes puissances européennes comme le Royaume-Uni, les royaumes de Prusse, d'Espagne, du Portugal, ainsi que les empires d'Autriche et de Russie, entre autres, se sont unis sous la forme d'une coalition pour mettre définitivement un terme aux frasques de celui qu'elles ont l'habitude de surnommer l'ogre. À Waterloo, l'empereur a affronté les armées anglaises et prussiennes. Autrement dit, même s'il gagne, Napoléon est loin d'avoir défait tous ses adversaires. Effectivement, pour être précis, il reste deux adversaires très dangereux à vaincre, l'Autriche et la Russie. Napoléon va devoir s'en débarrasser rapidement s'il veut sécuriser la position de la France. Mais y parviendra-t-il ? Napoléon choisit de mener une campagne éclair en Allemagne et en Autriche pour tenter d'affaiblir encore plus la Prusse. Mais surtout pour se débarrasser de l'armée autrichienne. Et il doit faire vite car si les armées autrichiennes et russes parviennent à se rejoindre et à fusionner, l'armée française sera en totale infériorité numérique et il sera très difficile de lutter. Mais Napoléon ne cherchera pas non plus à remporter une victoire totale et écrasante sur l'Autriche. Il préférera la mettre dans une position délicate et la convaincre de signer un traité de paix. Pourquoi ça? Tant qu'à faire, autant les mettre en PLS une bonne fois pour toutes. Comme ça, après, il n'y a plus de danger. Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, ça demande
demanderait du temps et des ressources. Or, du temps, il n'y en a pas beaucoup parce que l'armée russe ne va pas tarder à pointer le bout de son nez. Et pour ce qui est des ressources, la France est un peu au bout du rouleau. La bataille de Waterloo a été précédée par de nombreuses guerres napoléoniennes. C'est pas difficile en plus à prononcer, je sais pas, j'y arrive pas. Et donc qui ont coûté beaucoup d'hommes à la France, y compris bon nombre de soldats expérimentés qui faisaient la réputation de la grande armée. Et deuxièmement, lors de son retour, Napoléon n'est plus tout à fait le même homme. Voilà, il a bien attaqué la quarantaine et n'est plus aussi infatigable qu'auparavant. Honnêtement, cavaler à la tête de son armée aux quatre coins de l'Europe, ça commence à le fatiguer et il a compris que les guerres à outrance n'étaient pas forcément la meilleure solution pour une paix durable. Une fois qu'on a niqué les Russes, on s'attaque aux Porthos. Et puis troisièmement, Napoléon est marié avec Marie-Louise, la fille de l'empereur d'Autriche, et ils ont eu un fils. Dans notre scénario, on peut penser que Napoléon aurait pu jouer de ses liens familiaux pour apaiser la situation avec l'Autriche, sans trop perdre d'hommes pendant les batailles. Parallèlement, l'Angleterre serait en proie à de grosses tensions intérieures. Que ce soit dans la réalité ou dans notre chronique, Napoléon avait mis en place un blocus continental empêchant le commerce des navires anglais avec une large portion de la côte européenne. Mais en remportant la victoire, Napoléon a fait s'affoler le cours de la bourse de Londres qui finit par s'effondrer. Leur pays sombre dans une crise économique qui ne tardera pas à se changer en une véritable crise politique. Et sachant que les Anglais et les Autrichiens sont hors course et que la Prusse est affaiblie, le reste de la coalition se met sur la défensive. De leur côté, les Russes, se sentant un peu seuls, ne tentent rien de sérieux. L'Empire français n'est pas en position de force, mais la situation est stabilisée sur le plan militaire. Mais des événements inattendus pourraient bien faire pencher la balance en faveur de la France. Eh bien voilà, 3 ans se sont passés depuis la victoire de Napoléon à Waterloo. Par comparaison, dans la réalité, la monarchie avait été rétablie en France, mais par contre, dans notre chronique, les choses sont bien différentes. Et oui, même s'il a un caractère autoritaire, l'Empire napoléonien continue d'incarner, aux yeux de certains, les idées de la France révolutionnaire. Rapidement, le retour sérieux de Napoléon est perçu par les opposants aux monarchies comme une opportunité de renverser les vieux régimes aristocratiques. Autrement dit, il pourrait y avoir des révoltes un peu partout en Europe. Ce faisant, la coalition se fragilise un peu plus car les souverains seraient occupés à essayer de calmer leur peuple plutôt qu'à prendre les armes contre la France. Mais c'est insupportable, enfin, votre attitude! L'empereur français profite du coup de cette situation pour reprendre les territoires qu'il avait perdus et prend soin de les organiser, de les administrer et de les pacifier. Un peu comme l'Empire romain, quoi. Et donc, le code napoléonien, ancêtre de notre code civil actuel, est appliqué dans toutes les provinces rattachées à la France. Et géographiquement, il ressemble à quoi cet empire? Eh bien, il s'étend de la Catalogne aux Pays-Bas et comporte, en plus de la France métropolitaine telle qu'on la connaît, la Belgique, une partie de l'Italie, de la Suisse et la Rhénanie, une région de l'ouest de l'Allemagne. Progressivement, la culture française s'impose dans ces territoires qui deviennent de simples départements. Mais même s'il se concentre sur l'administration et l'organisation, Napoléon a encore plusieurs grands projets qu'il veut mener à bien. Premièrement, l'empereur a une revanche à prendre sur la Russie qui constitue toujours une menace. Deuxièmement, il est décidé à mettre le coup de grâce à l'Angleterre. Par contre, il tentera pas directement d'envahir l'île, mais mettra en place une campagne sans précédent. Nous allons attaquer par la mer. Bon, j'ai préparé les bateaux. Ah non, à la nage, en moule bite, hein. L'objectif est simple, marcher dans les traces d'Alexandre le Grand et envahir l'Inde qui est alors sous domination britannique. Mais bon, l'avenir ne s'avère pas si radieux car l'empereur semble très affaibli. À vrai dire, il meurt avant d'avoir pu lancer son expédition. Et comme dans la réalité, il décède à 51 ans des suites d'un cancer de l'estomac. Et il laisse du coup derrière lui un empire organisé, pacifié et une Europe qui gravite autour de la France. Napoléon a également su, via des mariages diplomatiques, placer ses proches dans les différentes cours d'Europe. C'est son fils qui là sera couronné sous le nom de Napoléon II. Mais les bases posées par son père seront-elles assez solides ou l'empire français s'effondrera-t-il dès la mort de son fondateur, comme c'est si souvent arrivé dans l'histoire? Et bien voilà la Poscaille, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura réveillé le conquérant qui sommeille en vous peut-être. Si vous avez envie de stratégie et de bataille épiques, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement Warpath. Ouais exactement, j'aurais pas dit mieux. Vous avez juste à suivre le lien qui est en description. Bon d'ailleurs je vous laisse parce qu'il y a mes chars qui ont envie de se dégourdir les chenilles. Du coup n'hésitez pas à proposer des idées en commentaire comme d'habitude, et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo quoi.